Je fixai l'écran brillant de mon téléphone jusqu'à ce que les mots se gravent à l'intérieur de mes paupières. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement laisser tomber? Tu sais comment est maman. Tu dois toujours faire toute une histoire de rien du tout. Ne joue pas la victime. Tu rentreras demain. Présente tes excuses à ma mère et nous oublierons tout cela. Les lettres restaient là comme une rangée de couteaux émoussés, nettes et définitives. Le seul bruit dans la pièce était le goutte-à-goutte mécanique et lent de la poche de perfusion. Ma joue gauche battait au rythme de son propre cœur. 3 points de suture me tiraient à la base du crâne chaque fois que j'avalais. Quand l'infirmière de nuit est venue prendre ma température, elle bougeait comme si j'aurais pu me briser. « Où est votre famille ?» a-t-elle demandé, d'une voix si douce qu'elle semblait presque bienveillante. Je ne répondis pas. Non pas parce que je n'avais pas de famille, mais parce qu'à ce moment-là, je compris, avec une clarté qui coupait plus profondément que le coin du meuble à chaussures, que dans cette maison que j'avais passé 5 ans à me battre pour préserver. Il n'y avait jamais eu une seule chaise laissée pour moi quand j'avais besoin de m'asseoir et de supplier qu'on m'aide. Tout a commencé avec une marmite de ragoût de bœuf. Je suis rentré à 19 h, ayant encore en bouche le goût de la pâtisserie froide que j'avais dû avaler à la hâte dans la salle de pause, après avoir fait la queue pendant 40 minutes à la pharmacie pour les médicaments contre la tension de Carole. Au moment où j'ai ouvert la porte, l'odeur de viande brûlée m'a frappé comme une autre gifle. Dans la cuisine, Carole se tenait devant la cuisinière, faisant défiler de courtes vidéos sur son téléphone, le ragoût déjà noirci sur les bords. J'ai posé mon sac et me suis précipité vers le brûleur. Carole, le fond est brûlé. Laisse-moi le refaire. Elle ne leva pas les yeux. Tu n'aimes pas ma cuisine? J'ai peur que cela te barbouille l'estomac. Mon estomac ne me fait souffrir qu'à cause de toi. Le téléphone fut projeté sur le comptoir. Mon fils t'a épousé et tu ne peux toujours pas lui donner d'enfant. Je ne peux ni manger ni dormir à cause de ça. Et tu as le culot de parler de mon estomac. J'entendais ces mots depuis 5 ans. Au début, j'expliquais les avis des médecins, les traitements, le temps dont nous avions besoin tous les deux. Puis j'ai arrêté d'expliquer. Je servais simplement la soupe, préparais les pilules, essuyais le tensiomètre. Ce soir-là, j'étais trop fatigué pour ravaler la douleur qui me piquait habituellement sous les côtes. Dans le salon, Chloé et son enfant avaient transformé le canapé en zone de sinistre. L'enfant avait arraché les feuilles de l'arbre de jade que je soignais depuis 3 ans et avait vidé la terre dans mes pantoufles. Je me suis accroupi, ramassant les feuilles vertes déchirées, et j'ai dit doucement, « Mon cœur, ne touchons plus à ce petit arbre. Il a déjà du mal à pousser comme ça. » Chloé, la bouche pleine de chips, a ricané, c'est juste une plante. Pourquoi en faire toute une histoire? Tu es si mesquine. Pas étonnant que toi et maman ne vous entendiez pas, la voix de Carole s'éleva de la cuisine. Avec qui peut-elle s'entendre? Elle se promène toute la journée avec cette mine renfrognée. Dis un mot et elle se comporte en grande martyre. Je me suis redressé, de la terre sous les ongles, et j'ai posé le sachet de la pharmacie sur la table de la salle à manger. Carole, j'ai acheté les médicaments. Tu ne devrais pas manger ce ragoût brûlé. Je vais faire des pâtes. Ne joue pas les bons samaritains, cria-t-elle, sa voix montant d'un ton. Je veux manger le ragoût que j'ai fait moi-même. De quel droit veux-tu le jeter? Dans les moments difficiles, nous avons mangé pire que cela. Tu es juste dégoûté par moi. Ne t'imagine pas que, sous prétexte que tu gagnes tes petits sous, tu peux régenter tout le monde ici. Pour la première fois en 5 ans, je ne reculais pas. Carole, j'aide à payer l'hypothèque de cet appartement. Je soutiens cette famille moi aussi. Je ne régente personne. Je veux juste que nous menions une vie normale. Le mot « normal » fut l'étincelle. Elle se jeta sur moi. La gifle claqua sur ma joue gauche si fort que l'enfant dans le salon se figea. Mes oreilles bourdonnèrent. Un voile blanc passa devant mes yeux. Avant que je ne puisse retrouver mon équilibre, elle me poussa à la poitrine en hurlant, « Comment oses-tu me répondre dans la maison de mon fils ?» Je trébuchai sur le seuil. Ma tête heurta le coin tranchant du meuble à chaussures de l'entrée avec un bruit que je n'oublierai jamais. Le sang coula, chaud, dans mes cheveux et sur les carreaux gris clairs que j'avais choisis moi-même parce qu'ils étaient censés masquer la saleté. Le sang, s'avéra-t-il, ne se cache pas. Carole se figea une demi-seconde, puis se reprit. Arrête de faire semblant. Je t'ai à peine poussé. Chloé leva son téléphone, puis le rabaissa.
Maman, peut-être qu'on devrait t'appeler Julien. Pourquoi? Il va rentrer, va se mettre à plaindre sa petite femme, et c'est moi qui passerai pour la méchante. Je restais allongé sur le sol, les lèvres blanches, le sang s'accumulant autour de moi. Après 30 secondes, je trouvais mon téléphone. Je n'appelais pas Julien. Je composais le 911. Quand l'ambulance arriva, notre voisine Martha rentrait tout juste des courses. Des tomates roulèrent sur le palier lorsqu'elle lâcha son sac. L'expression de Carole changea instantanément. Elle commença à se frapper les cuisses et à se lamenter. Oh, quel désastre! Elle a juste trébuché et est tombée. J'ai pris soin d'elle toute la soirée, et voilà ce qu'elle fait. Pourquoi une vieille mère comme moi mérite-t-elle cela? Alors qu'on me soulevait sur la civière, je vis le regard de Martha passer du visage de Carole au mien. Elle ne dit rien. Elle se pencha simplement, ramassa le sachet de pharmacie éparpillé et le glissa dans ma main. Ne t'inquiète pas, Ara, chuchota-t-elle. Quand tu iras mieux, on réglera tout ça. À l'hôpital, l'infirmière me demanda le numéro d'un proche. Je donnai celui de Julien. Il répondit au 3e essai. Le vent hurlait en arrière-plan. Des hommes riaient. Quelqu'un cria, Julien, sa mort. L'infirmière fronça les sourcils. Votre femme a été blessée et est hospitalisée. Veuillez venir immédiatement. Un silence, puis de l'irritation, pas de l'inquiétude. C'est grave à quel point? Un traumatisme crânien. Elle doit être gardée en observation. Et ma mère, comment va-t-elle? L'infirmière me jeta un coup d'œil. Je fermai les yeux. Une demi-heure plus tard, il n'était toujours pas arrivé. Seulement ce texto unique. Je retournai le téléphone face contre la couverture. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Ma tête lançait, ma joue me faisait mal, mon cœur semblait serré, mais mon esprit était plus lucide que jamais. J'ouvris l'application de notes de mon téléphone et rassemblai chaque transaction, chaque reçu, chaque contrat, chaque facture de service public de nos 5 ans de mariage. Chaque fichier me faisait l'effet d'extraire une écharde que je m'étais enfoncée dans ma propre chair. À 2 heures du matin, j'envoyai un message à Brenda, la gérante du syndic. Brenda, pourriez-vous m'ouvrir la porte principale demain matin? J'ai besoin de déménager mes affaires. Elle répondit instantanément. Mais tu es à l'hôpital, Martha me l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien. S'il vous plaît, ne me posez pas de questions. Demain à 8 heures. Merci. Un emoji pouce levé, puis, Ara, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mar, ce qui se passe chez toi dépasse complètement les bornes. Je souris pour la première fois de la nuit. Dans la famille de mon mari, on m'avait le plus souvent dit de céder, d'endurer, de me rappeler que je n'étais que la belle-fille. Entendre la gérante du syndic prononcer les mots « dépasse les bornes » me fit à nouveau me sentir humaine. À 6h30, je retirai la perfusion de mon bras et signai le formulaire de sortie contre avis médical. L'infirmière protesta en disant que j'avais des vertiges. Je lui dis que je ne ferais pas de mouvement brusque. J'allais simplement reprendre ma vie en main. Je retirai de l'argent liquide à un distributeur, attendis que Julien parte travailler et que Carole se dirige vers l'hôpital, puis je retrouvai l'équipe de déménagement rapide. En moins d'1 heure, chacun de mes objets étiquetés se trouvait dans le couloir. Y avait avalé une double dose d'analgésique simplement pour tenir debout. Une sueur froide perlait sur mon front. À plusieurs reprises, je m'appuyais contre le mur en attendant que le couloir arrête de tourner. À 9h30, Carole arriva à l'hôpital avec Chloé, 2 amis du club du 3e âge, et un joli sachet de pommes flétries. Elle parla fort tout au long du couloir. Ma belle-fille, quel caractère difficile. Hier, elle s'est montrée impolie, elle est tombée toute seule, et maintenant elle s'est fait interner. Quel drame! Mais que puis-je faire? Je suis la belle-mère. Je me dois de lui rendre visite. Elles tirèrent le rideau. Le lit était vide, la couverture soigneusement pliée. Sur la table de chevet, il n'y avait qu'un gobelet en plastique retenant le reçu de l'hôpital et une unique feuille séchée de l'arbre de jade. Le sourire de Carole s'évanouit. Chloé regarda sous l'oreiller. Où est-elle? Est-ce qu'elle s'est enfuie? Une infirmière s'approcha. La patiente est sortie ce matin. La voix de Carole monta en un cri strident.
Comment avez-vous pu laisser partir une personne blessée? Qui sera responsable? L'infirmière la regarda froidement. Et où étiez-vous hier soir quand elle avait besoin de sa famille? Carole devint pâle, puis rouge de colère, et composa le numéro de Julien. J'étais déjà à l'autre bout de la ville, téléchargeant des captures d'écran, des reçus, des contrats et des dossiers médicaux dans des dossiers soigneusement datés au sein d'un petit centre de reprographie. Le propriétaire me servit de l'eau chaude et m'offrit de la glace pour mon visage. Je le remerciai et continuai à travailler. Je connaissais trop bien les habitudes de cette famille. Carole allait pleurer. Chloé allait jurer. Julien allait me reprocher de leur donner mauvaise réputation. Aucun d'eux ne demanderait à quel point j'étais blessé, je devais donc garder une longueur d'avance. Je louai un box de stockage. J'appelai mon amie Kate, qui gérait une maison d'hôte en banlieue. Elle me dit simplement, viens. La chambre est prête. Amène-toi, c'est tout. De retour à la résidence, les voisins s'étaient rassemblés. 6 bacs en plastique, 2 boîtes en carton et l'arbre de jade étaient alignés proprement. Chaque contenant portait mes étiquettes manuscrites, vêtements personnels d'Ara, biens préconjugaux d'Ara, ustensiles de cuisine achetés par Ara, documents professionnels d'Ara, héritage familial de la grand-mère d'Ara. Carole poussa Brenda de côté. C'est l'appartement de mon fils. Qui vous a laissé entrer? Le déménageur vérifia son presse-papier. Ara Sterling. Nous n'avons pas pénétré dans le logement. L'équipe d'emballage a tout sorti pendant qu'il était vide. Nous ne prenons que ce qui est à l'extérieur. Martha marmonna, alors maintenant, il lui faut un conseil de famille pour déménager ses propres sous-vêtements. Julien arriva, les clés tremblant dans sa main. Quand la porte s'ouvrit, ce qui l'accueillit ne fut pas le désordre. Le canapé, la télévision, la table basse étaient toujours là. Pourtant, le souffle de vie du foyer s'était évanoui. Le panier tressé sous la table, qui contenait les ciseaux, les pansements, les piles de rechange et les lunettes constamment égarées de Carole, avait disparu. Le plateau décoratif sur la console de l'entrée, où Julien jetait ses clés chaque soir sans se demander qui l'avait posé là, n'était plus là. Les clés s'entrechoquèrent désormais sur le bois nu. La nappe avait disparu, révélant de vieilles éraflures. Les plantes de menthe et de chlorophytum dont Carole se plaignait toujours parce qu'elles attiraient les moucherons étaient parties. Seules des traces d'eau blanchâtre restaient sur le rebord de la fenêtre. Dans la cuisine, la moitié des casseroles manquaient. Des fentes vides dans le bloc à couteau. Les pots à épices n'étaient plus là. Même la pince à spaghettis. Carole hurla, comment ose-t-elle? Nous utilisons ces casseroles pour toute la famille. Brenda toussa. Les étiquettes mentionnent les reçus et les relevés bancaires. La propriété peut être prouvée. Quelle propriété au sein d'une famille, s'égosilla Carole. Quand elle a épousé mon fils, elle est devenue membre de cette famille. Les voisins gardèrent le silence. Martha soupira comme devant une marmite de gruau brûlé. Carole, nous ne sommes plus au 19e siècle. Julien entra dans la chambre et se figea. Ma moitié de la penderie était vide, pas saccagée, mais propre, comme si personne n'y avait jamais vécu. J'avais même pris les cintres. Ses chemises pendaient tristement d'un côté. Sur la coiffeuse, un seul élastique blanc restait. Il le ramassa. Quelques cheveux fins à moi y étaient enroulés. Au centre de la table de la salle à manger reposait un carnet bleu foncé. Une note adhésive sur la couverture indiquait « Puisque vous me traitez comme une étrangère, je vais régler nos comptes comme tel. » Julien l'ouvrit. Daté d'il y a 5 ans, 2e mois de mariage. Objet, paiement supplémentaire pour l'apport de l'hypothèque, 15 000 $. Source, épargne personnelle d'Ara d'avant le mariage. Page suivante, solde restant pour les rénovations, 2500 $, prime de Julien retardée, payée par Ara. Ensuite, service d'aide à domicile pour Carole à l'hôpital, 850 $. Carole ayant refusé une inconnue, Ara a pris 9 jours de congé sans solde, plus les médicaments, l'électricité, l'eau, les courses, une croix en or pour le baptême de l'enfant de Chloé, une nouvelle machine à laver pour Carole. La dette de carte de crédit de Julien, la literie pour les parents en visite, les réparations de toit de la maison de campagne. Aucun de ces montants n'était énorme en soi. Ensemble, ils formaient un long nœud coulant étouffant. Chloé vit son propre nom vitamine postnatale, croix en or, 50 $ non remboursés.
Elle tenta de refermer brutalement le carnet. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle nous a seulement considérés comme sa famille un jour? Martha, depuis le pas de la porte, si vous empruntez de l'argent et ne le remboursez pas, il est logique de le noter. Carole arracha le carnet et le jeta sur la table. Tout ça est faux. Elle essaie de nous faire passer pour les méchants. Mon téléphone vibra dans la poche de Julien. Une photo, le reçu de l'hôpital, et mon visage sous les lumières crues. Le gonflement de ma joue gauche était grotesque. Légende, Julien, je ne fais pas d'histoire. Je remets simplement les choses à leur place. Il fixa l'écran jusqu'à ce que ses doigts se figent comme de la pierre. Carole continuait de crier, mais sa voix semblait lointaine, comme à travers du coton. Julien regarda autour de lui ces pièces familières, soudainement étrangères, et comprit, pour partir, une personne n'a pas besoin de claquer une porte. Parfois, elle prend simplement les pots à épices, laisse un livre de comptes et étale sur la table toutes les laideurs qu'elle cachait autrefois à vos yeux. C'est alors qu'un vent glacial commence à souffler à travers les murs. Le carnet restait ouvert. Tous les trois se tenaient autour, comme autour d'un puits d'où de la fumée venait de jaillir. Carole se ressaisit la première. Elle feuilleta furieusement les pages. À qui montre-t-elle ça? Elle a mangé notre nourriture, a vécu dans notre maison. N'est-il pas normal qu'elle ait dépensé un peu d'argent? Mon fils lui donnait tout son salaire. Julien lui jeta un regard lourd. Hier encore, il aurait acquiescé. Il avait toujours transféré une partie de sa paye sur le compte joint et dépensé le reste en sortie de pêche, bar, matériel. Il avait même bougonné que j'étais trop radine lorsqu'il avait voulu s'acheter une 3e veste d'hiver. À présent, en regardant le registre, il voyait pour la première fois que le budget familial était un panier percé. Son argent disparaissait dans l'hypothèque, les charges, les médicaments de sa mère, les dettes de sa sœur. Tout ce qui manquait, je l'ajoutais discrètement de ma poche. Je payais et je me taisais. C'était pour cela qu'il avait sincèrement cru que la famille n'avait aucun problème financier et que sa femme n'avait pas de colonne vertébrale. La voix de Chloé devint venimeuse. Julien, ne te laisse pas avoir. Quelle femme normale tient un registre sur la famille de son mari? C'est du pur calcul. Brenda ne put s'empêcher d'intervenir. Chloé, elle a aussi payé tes factures de charges l'année dernière quand tu avais 3 mois de retard. Elle a transféré l'argent en pleine nuit et m'a demandé de ne pas le publier sur le groupe de discussion de l'immeuble pour que Carole ne soit pas embarrassée. Carole rétorqua sèchement. Vous n'êtes que la gérante du syndic. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent et restez en dehors des affaires de famille. Brenda eut un sourire en coin. J'en serais ravi. Mais quand un tuyau a éclaté, quand le pass a été perdu, quand quelqu'un a pris votre place de parking, qui est venu me voir en courant? J'ai vu Julien 2 fois cette année. Une fois pour me demander comment ouvrir le casier à colis. Une autre fois pour me demander s'il pouvait pêcher dans le bassin décoratif de la résidence. Quelqu'un ricana dans le couloir. Le visage de Julien se couvrit de taches rouges. Brenda, ça suffit. Comme vous voudrez. Elle referma son carnet. Ces bacs sont un risque d'incendie dans le couloir. Partez maintenant, ou alors rentrez-les chez vous. Mais il porte son nom. Retenez les biens de quelqu'un d'autre de force et j'appellerai la police moi-même. Carole s'affala à côté de l'arbre de jade. Tant qu'elle ne revient pas me regarder dans les yeux, rien ne sortira de cet immeuble. Le déménageur regarda sa montre. Madame, nous sommes payés à l'heure. Martha commenta, tu vas avoir une sacrée facture, Carole. Ara gagne son argent à la sueur de son front. Carole bondit. Dis encore un mot. Martha serra son pot de fromage frais contre elle. Je parlais du fromage frais. Est-ce que mon fromage frais te pose un problème? Julien sortit sur le balcon pour fumer et découvrit que le cendrier n'était plus là. Je l'avais acheté moi-même. Je ne lui avais jamais fait de reproche pour ses cigarettes. J'avais simplement posé un cendrier et planté de la menthe à côté pour que l'odeur masque celle du tabac. À présent, il ne restait que des traces circulaires sur le rebord, éclairées par le soleil comme des larmes séchées. Il m'appela. Première sonnerie sans réponse. Deuxième sur répondeur. Troisième rejeté. Ma réponse arriva quelques minutes plus tard, hier soir, quand j'étais allongé dans une mare de mon propre sang dans le couloir, elle n'était pas embarrassée. Il fixa ses mots jusqu'à ce qu'une boule lui serre la gorge.
Finalement, il écrivit difficilement, « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Je ne répondis pas. J'étais déjà au garde-meubles, puis à la maison d'hôte de Kate. La cour embaumait l'hortensia et le jasmin. Des guirlandes lumineuses rétro pendaient le long de la clôture. La voix de Kate parvint de la cuisine, « Ara, j'ajoute un œuf à tes pâtes ?»« Oui, s'il te plaît. » Cette nuit-là, je dormis plus profondément que je ne l'avais fait en 5 ans. Dans l'appartement, le premier dîner sans moi se composa de nouilles instantanées à moitié crues. Carole déclara qu'elle ne mangerait pas de plats livrés, insalubres. Julien essaya de faire cuire des pâtes, fut distrait par des messages professionnels. Et brûla le fond de la fine casserole en aluminium dont Carole avait insisté qu'elle était bien meilleure que mes nouvelles casseroles, gaspilleuses. La casserole qui n'avait jamais servi qu'à faire bouillir des œufs remplit alors la cuisine d'une fumée âcre. Chloé rit à s'en tenir le ventre. Tu ne cuisines pas des pâtes. Tu fais de l'alchimie. Julien s'emporta. Alors fais à manger toi-même. Chloé se tut. Mon enfant m'attend à la maison. Je ne sais pas faire tout ça. Carole lui jeta un regard noir. Ta belle-sœur est une femme elle aussi. Pourquoi savait-elle faire, elle? Chloé lâcha, eh bien, ce n'est pas comme si elle avait autre chose de mieux à faire. Silence de mort. Rien de mieux à faire. Je partais travailler à 7h30, rentrais à 19h, faisais les courses, préparais le dîner. Les week-ends, je lavais les rideaux de Carole, passais l'aspirateur sur les tapis, l'emmenais à la clinique. Quand l'enfant de Chloé avait de la fièvre la nuit, j'appelais un taxi et lui apportais du sirop antipyrétique. Quand Julien rentrait de la pêche couvert de boue, je faisais tremper ses pantalons en silence. Mon temps libre n'avait été que les miettes dérisoires qui restaient une fois que tout le monde m'avait déchargé de ses problèmes. Cette vérité était trop désagréable pour que l'un d'eux l'admette. Ils commandèrent des pizzas et des sushis. Carole mâcha en bougonnant. C'est dégoûtant. Ce n'est que du sel. Le ragoût d'Ara avait au moins un goût fait maison. Julien se figea, une part de pizza à la main, se rappelant la marmite brûlée et la gifle qui avait suivi ma proposition de refaire le plat. Le lendemain matin, Carole décida de faire la lessive. Elle fourra tout dans la machine sur le cycle désinfectant le plus chaud. Le pull en laine coûteux de Julien en ressortit de la taille d'un vêtement pour enfant. Chloé faillit tomber à la renverse tant elle riait. « Maman, tu as tricoté un nouveau pull pour mon fils ?» Le visage de Julien vira au vert. Je devais porter ça à une réunion avec un client la semaine prochaine. Carole jeta le pull dans une bassine. N'ose pas me crier dessus. Les vêtements sont trop délicats. Ta femme s'occupait de ça d'habitude. Pourquoi ne m'a-t-elle pas appris? Elle a essayé, dit Julien. Tu n'as pas voulu l'écouter. Les yeux de Carole devinrent rouges. Oh, c'est comme ça maintenant? Faire la leçon à ta propre mère pour elle? Est-ce qu'un bout de tissu est plus important que moi? Julien ravala ses mots, cherchant à fuir. Chaque problème dans cette maison avait toujours convergé vers le même exutoire, si Carole n'était pas bien, j'en étais responsable. À présent, le conduit était bouché et l'eau sale les noyait. L'après-midi, Chloé passa dans l'espoir d'un déjeuner gratuit. Ne voyant que des boîtes de pizza vides, elle grimaça. Ara n'est toujours pas revenu? Julien répliqua sèchement, pourquoi tu me demandes ça à moi? Chloé fit la moue. Elle est si cruelle. Maman a son âge et elle l'abandonne comme ça. Est-ce une façon de se comporter? Carole se massa les tempes. Elle attend juste que je rampe à genoux devant elle. Elle peut toujours rêver. Je n'ai jamais courbé l'échine devant aucune belle-fille. La sonnette retentit. Martha se tenait là avec un bocal de cornichons maison. Mes concombres sont parfaitement marinés. J'ai pensé que je partagerais. Elle jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Julien. Oh, vous n'avez pas cuisiné aujourd'hui? Carole fit la tête. Nous avons fait du gruau ce matin. Martha regarda la casserole noire dans l'évier. Oui. À en juger par la couleur, le feu a été assez impressionnant. En partant, elle fit remarquer nonchalamment, au fait, Carole, quelqu'un demandait sur le groupe de discussion de l'immeuble si le sang sur ton sol avait été nettoyé. Les enfants ont peur d'emprunter les escaliers. Le visage de Carole s'allongea. Elle ouvrit la discussion. Une photo du palier, le sang pixelisé, mais les carreaux gris clairs reconnaissables entre mille. Quelqu'un avait écrit,
Chez qui est-ce? Quelle horreur. Brenda avait simplement répondu que l'équipe de nettoyage s'en était occupée. Carole tapa frénétiquement, s'il vous plaît, ne tirez pas de conclusions hâtives. Ma belle-fille a eu un accident et est tombée. Rien de grave. 2 minutes de silence. Puis Martha, le principal c'est que tout le monde soit en vie. Parce qu'hier quand on l'a emportée, son visage était terriblement enflé. Une autre voisine et moi avons entendu des cris. Ça n'avait pas l'air d'une chute accidentelle. Le sang monta au visage de Carole. Qui me calomnie? Sortez du silence et dites-le-moi en face. Personne ne le fit. Ce silence ressemblait à des dizaines d'yeux rivés sur elle à travers l'écran. Julien lui arracha le téléphone des mains. Maman, arrête d'écrire. Tu ne fais qu'aggraver les choses. De quoi devrais-je avoir peur? Je ne suis coupable de rien. Une personne innocente crie rarement de façon si hystérique. Ce soir-là, elle se rendit au parc et revint plus sombre qu'un nuage d'orage. Ce est vieille commère, elle partage toujours des graines avec moi, mais aujourd'hui elles ont toutes fait semblant d'être occupées. Nancy m'a même demandé d'un air faussement inquiet comment allait la pauvre Ara et m'a regardé comme si j'étais une criminelle. Chloé, reste peut-être à la maison pendant un moment. Quand Ara reviendra, tout se calmera. Elle ne reviendra pas, alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Arrêter de vivre? But au fond d'elle-même, Carole savait que sans moi, tout allait de travers. Pas de nourriture chaude, des vêtements ruinés, des commérages sur le groupe de discussion, des amis qui lui tournaient le dos. Pour la première fois, elle comprit que mon visage doux et avenant avait été la façade qui lui avait vu le respect du voisinage. J'achetais ses médicaments, choisissais les cadeaux pour ses médecins, réglais ses conflits avec les voisins. Même les photos qu'elle postait sur les réseaux sociaux pour dissimuler ses failles avaient été prises par moi. À présent, la façade s'était effondrée et elle se retrouvait exposée à un vent glacial, réalisant que toute son autorité avait été bâtie sur la patience d'une autre. Julien m'appela ce soir-là. Il décrochait. Le vent et le clapotis discret de l'eau s'entendaient derrière moi. J'arrosais l'arbre de jade sur le balcon de Kate. Ara, où es-tu? Viens au fait. Sa voix s'adoucit malgré lui. Ne peux-tu pas simplement arrêter ça? La maison est un vrai désastre. Maman ne se sent pas bien. Reviens et nous discuterons de tout en privé. Je restai silencieuse pendant quelques secondes. Julien, quand j'étais à la maison, ce n'était pas le désordre. Non pas parce que le désordre n'existait pas, mais parce que je rangeais tout chaque jour. Sa gorge se serra. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu connais le caractère de ma mère. Elle est excessive, mais elle ne pense pas à mal. J'eus un petit rire discret. Eh bien, occupe-toi d'elle dans ce cas. C'est toi qui m'as écrit, pourquoi ne pouvais-tu pas simplement laisser tomber? Tu sais comment est maman. Tu devais toujours faire toute une histoire de rien du tout. Je raccrochai. Il resta debout sur le balcon, le téléphone à la main. Le soleil couchant éclairait le rebord de fenêtre vide. Il remarqua une trace sur la vitre laissée par un chiffon de nettoyage. J'avais une étrange habitude, quand j'avais le moral à zéro, je frottais les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent. Autrefois, il plaisantait en disant que je n'avais rien d'autre à faire. Ce n'est que maintenant qu'il comprenait que ces carreaux transparents comme du cristal étaient l'endroit où j'avais effacé ma rancœur, couche par couche. Depuis le salon, Carole appela, « Julien, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Pour la première fois, il ne se précipita pas pour obéir. La casserole noire et brûlée trônait toujours dans l'évier comme un témoin silencieux. Carole fut prise de sueur froide. Julien dit qu'il s'y rendrait seul. Carole se cramponna à lui. « Non, tu es un homme. Tu ne seras pas capable d'aligner 2 mots. Ils vont te manger tout cru. J'y vais avec toi. » Elle enfila un gilet bordeaux, un foulard en soie et mit du rouge à lèvres. Elle connaissait ses bureaux. L'aplomb était la clé. Verser une larme, se lamenter sur sa situation de pauvre retraité, et il finirait par céder. Elle se trompait. Le bureau de Brenda était bondé, la gérante, Martha, Chloé et un officier de police avec un rapport ouvert devant lui. Carole tenta d'attaquer. « C'est quoi ce cirque? Vous avez appelé la police parce que ma belle-fille a trébuché toute seule? Nous réglerons nos affaires de famille nous-mêmes. » L'officier se leva. « Veuillez vous asseoir, madame.
Les affaires familiales s'arrêtent là où une agression caractérisée a lieu dans les parties communes. L'hôpital a signalé un traumatisme crânien. Je suis ici pour examiner les images de surveillance. Carole devint blême. Elle avait oublié les caméras du couloir. Ou plutôt, elle était si habituée à régner en reine derrière la porte de son fils qu'elle avait oublié que son pouvoir s'arrêtait au seuil. La vidéo commença. C'était l'enregistrement de la sonnette connectée du voisin d'en face. Heure, 19h08. Lumière du couloir allumée. Porte ouverte. Je me tenais sur le seuil, tenant le chambranle de la porte d'une main, le sachet de la pharmacie de l'autre. Le cri de Carole retentit clairement depuis l'intérieur, « Ne t'imagine pas que, sous prétexte que tu gagnes tes petits sous, tu peux régenter tout le monde ici. » Ma réponse calme, « Carole, j'ai juste dit que le ragoût était brûlé. » Puis Carole surgit et me gifla de plein fouet au visage. Un silence de plomb régna dans la salle de réunion. Le bruit de la gifle résonna contre les murs. Julien devint blanc comme un linge. Carole resta bouche bée. J'ai juste perdu mon sang-froid. Elle se montrait insolente. Je l'ai à peine touchée. La vidéo continua. Je tenais ma joue et reculais. Carole avançait, pointant un doigt presque sous mon nez. Chloé tenait son enfant et s'écarta simplement. Puis la violente poussée à la poitrine. Je glissai, tombé à la renverse, ma tête percutant le coin du meuble. Le sachet de pharmacie vola, les boîtes de médicaments s'éparpillèrent sur le palier. Carole se figea une seconde. Puis, elle ne se précipita pas pour m'aider. Elle se pencha et repoussa les boîtes de médicaments d'un coup de pied comme si elle la gênait. La femme de ménage retint son souffle. Le visage de Martha s'assombrit. Brenda mit la vidéo sur pause sur l'image où j'étais allongé au sol, du sang sombre se propageant sous mes cheveux, le pied de Carole levé pour repousser d'autres médicaments. Carole bondit. « Pourquoi montrez-vous cela ? C'est une atteinte à la vie privée. » L'officier l'interrompit. « Madame, c'est un couloir commun. Vous prétendiez qu'elle était tombée toute seule. La vidéo montre que vous l'avez poussée. » Les lèvres de Carole tremblèrent. Elle se tourna vers Julien. « Dis-leur. Ta mère a juste eu un coup de sang. Je ne voulais pas faire de mal. J'ai juste perdu mon sang-froid une seconde. Elle me manquait de respect. » Tous les regards se tournèrent vers Julien. Sa gorge était sèche. « Maman, pourquoi tu ne l'as pas aidée ? J'étais morte de peur quand j'ai vu le sang. Nous avons appelé l'ambulance juste après. » Martha ne put se retenir. « C'est Tara qui a appelé l'ambulance elle-même. Cela ne me regarderait pas si je ne l'avais pas vue étendue là, plus pâle qu'un fantôme, pendant que tu te tenais au-dessus d'elle en hurlant qu'elle faisait semblant. » Carole commença à se frapper les cuisses pour apitoyer l'assistance. « Que ai-je fait pour mériter ça ? J'ai donné ma vie pour ce garçon, et maintenant tout le monde fait de moi un monstre. » Ensuite, le responsable de la sécurité lança la seconde vidéo. Heure, 20h45. L'ambulance était partie. Carole et Chloé étaient seules sur le palier. Carole frottait furieusement le sol avec une serpillière en jurant « Cette misérable fille me crée des ennuis à une heure pareille. Quand Julien rentrera, je lui montrerai comment recadrer sa femme. Il ne faut pas gâter les femmes. Si elle essaie de me chanter le chantage de l'hôpital, je dirai à Julien de divorcer purement et simplement. C'est mon fils. Il finira toujours par m'écouter. » La vidéo s'arrêta. Seul le ronronnement du climatiseur subsistait. Le visage de Julien était un masque de marbre. Il n'était ni un conciliateur ni un époux. Il était une arme commode entre les mains de sa mère. Carole paniqua et se précipita vers le projecteur. « C'est humiliant. » Elle se tourna vers son fils. « Ta femme m'a marché dessus. J'essaie de la dresser pour ton propre bien, et c'est toi qui me fais la morale ? » Julien dit calmement, « C'est ma femme, pas un chien que tu dois dresser. » L'officier ferma son carnet. La situation est limpide. Carole, vous avez de la chance que Madame Sterling ait temporairement suspendu son dépôt de plainte. Sans quoi, je vous arrêterai pour agression à l'instant même. Cette vidéo constitue désormais une preuve officielle de police. Qu'il n'y ait pas d'autre incident. Carole s'effondra sur une chaise, sans voix. Brenda glissa des papiers vers Julien. Dégâts sur le plâtre,
facture de nettoyage. J'ai besoin de la signature du propriétaire. Où est-elle maintenant? Demanda brusquement Julien. Brenda secoua la tête. Elle ne l'a pas dit. Martha le dévisagea. Julien, quand ta femme s'est retrouvée à l'hôpital, tu étais à la pêche, n'est-ce pas? Le visage de Julien se crispa. Brenda ouvrit son téléphone. Quelqu'un dans le groupe de pêche local a publié des captures d'écran. Pète de l'immeuble d'à côté en fait partie. Premier horodatage, ta femme reçoit des points de suture, et toi, tu écris dans les commentaires, la pêche guérit l'âme. Un silence pesant s'installa, plus lourd que n'importe quelle insulte. En quittant le bureau, Carole cligna des yeux sous le soleil éclatant. Chaque passant semblait la dévisager. Nancy, du club des aînés, marchait vers elle avec son chien. Carole ouvrit la bouche pour la saluer. Nancy s'écarta. Carole, mon téléphone sonne. Je dois y aller. Le téléphone de Julien retentit. Une photo de ma part, l'arbre de jade sur un balcon inconnu et baigné de soleil. Un vaporisateur bleu à côté, des gouttelettes d'eau brillant sur les feuilles. Légende, il a changé de peau. Et moi aussi. Il me bombarda de messages. D'abord, sur un ton de mari, Ara, ça va trop loin. Il est temps de te calmer. Où es-tu? Ensuite, plein de rancœur, j'admets que j'ai eu tort de ne pas venir à l'hôpital, mais je ne savais pas que c'était si grave. Tu connais ma mère. Elle agit d'abord et réfléchit après. Silence. Enfin, en colère, tu as laissé la vidéo au syndic. C'est excessif. Veux-tu que ma mère ne puisse plus marcher tranquillement dans la rue? Cette fois, je répondis, et quand elle levait ses poings sur moi, est-ce qu'elle se souciait de savoir si je pouvais marcher tranquillement dans la rue? Il fixa l'écran. Une boule lui noua l'estomac. Il voulait m'accuser de cruauté, mais les images de la caméra défilaient dans son esprit, sa femme depuis 5 ans gisant sur le béton froid. Personne ne l'avait relevée. Personne ne lui avait demandé si elle avait mal. Ils avaient même repoussé ses médicaments du pied. Impuissant, il jeta son téléphone sur le canapé et se prit la tête entre les mains. Carole restait assise les yeux rouges, refusant toujours de s'avouer vaincue. Pourquoi lui écris-tu encore? Elle se prend pour une reine maintenant. Ignore-la quelques jours. Elle reviendra en courant. Julien ne croyait plus à ce refrain. Au 5e jour, l'appartement sombra dans un chaos total. Carole exigea du gruau cuit au lait, pas à l'eau, avec juste une pincée de sel. Julien brûla la première fournée, produisit une bouillie grise à la 2e, et réussit quelque chose de mangeable à la 3e. Carole prit une cuillerée, grimaça, ouvrit la bouche pour critiquer, puis s'arrêta. Des cernes sombres marquaient les yeux de son fils. Et ne s'était pas rasé depuis des jours. Il avait l'air hagard. Pour la première fois, il lui vint à l'esprit que son fils pouvait lui aussi être fatigué. Cette pensée la mit mal à l'aise. Auparavant, elle estimait que son fils était un trésor et que sa belle-fille devait résoudre tous les problèmes. La pêche était un décompresseur. L'incapacité à cuisiner était normale pour un homme. À présent, devant ce visage épuisé penché sur une horrible bouillie, elle réalisait que son amour pour son fils n'avait tenu que parce qu'une autre femme se chargeait de toutes les corvées. Elle ne pouvait pas l'admettre. De toute sa vie, elle n'avait jamais reconnu ses torts. Cet après-midi-là, elle se plaignit de vertige et exigea d'être emmenée chez le médecin. Autrefois, c'était moi qui prenais les rendez-vous, calculais le temps de trajet, apportais de l'eau, des lingettes, des pastilles de menthe et les dossiers médicaux. Elle n'avait qu'à s'habiller et à rouspéter parce que je marchais trop lentement. Cette fois, Julien prit une demi-journée de congé. Ils attendirent dans la mauvaise file pendant 20 minutes. Carole fit une scène dans le hall. C'est quoi ce bazar dans cet hôpital? Quand Tara m'emmenait, on ne s'y perdait jamais. Ses yeux s'embuèrent. Je me sens mal et tu me cries dessus. L'examen ne révéla rien de grave. Moins de stress, dit le médecin. Sur le chemin du retour, Carole gémit, comment ne pas être stressée avec une belle-fille pareille? Je serai bientôt dans ma tombe. La patience de Julien s'effrita. Maman, c'est toi qui l'as battue si violemment qu'elle a fini à l'hôpital. Un silence de mort s'installa dans la voiture. Carole tourna lentement la tête, comme si elle voyait son fils pour la première fois. Répète un peu ce que tu viens de dire.
ses lèvres tremblèrent. Il garda le silence. Certains mots ne demandent du courage que la première fois. Pour les répéter, il faut être prêt à en assumer les conséquences. Et il était encore trop faible. Pourtant, la fissure était belle et bien ouverte. Après le déjeuner, Chloé passa à l'improviste, s'installa sur le canapé, sortit ma coupe à fruits en cristal, y découpa de la pastèque et fit couler du jus sur la table en verre. Julien explosa. « Tu es encore là, toi ?» Chloé fut décontenancée. « Je suis venu voir comment va maman, je n'ai pas le droit. » « Si tu es là, alors reste assise. » « Qui va essuyer la table ? Qui va sortir les poubelles ? » Chloé fit la moue. « Pourquoi tu t'en prends à moi ? Ara nettoyait tout ça en passant. »« Ce n'est pas ta bonne. » Tous les trois se figèrent. Chloé se reprit la première. « Oh, regardez-moi ça, monsieur fait le vertueux maintenant. Juste parce que ta femme s'est enfuie, tu passes ta colère sur moi. Occupe-toi de ta propre maman. J'ai mes propres enfants. » Elle attrapa son sac. Sur le seuil, elle se retourna. « Au fait, maman, l'appareil de massage pour le dos que tu m'as demandé. Je l'ai commandé. 120 $. Julien, vire-moi l'argent. » Julien eut un rire amer. « Elle le demande, tu le commandes, et c'est moi qui dois payer. » Carole défendit sa fille. « Chloé ne fait que veiller sur moi. Qu'est-ce que ça peut faire si toi, son frère, tu paies ?» Julien les regarda et vit soudain sa famille comme une table de dîner. Je m'étais assise au bout, et chacun se servait dans mon assiette. Quand je m'étais levé et parti avec mon assiette, les autres avaient réalisé qu'aucun d'eux n'avait envie de partager la sienne. Ce soir-là, je répondis enfin à son appel. J'étais dans l'arrière-cour de Kate en train de tailler des branches sèches. Le jardin était petit, rempli d'hortensias et de jasmin. Depuis la cuisine, Kate cria « Ara, j'ajoute un œuf à tes pâtes ?»« Oui, vas-y », le téléphone vibra. La voix de Julien paraissait épuisée. « Ara, maman est allée chez le médecin aujourd'hui. Sa tension fait des siennes. Tu connaissais toujours son calendrier de prise de médicaments. » J'interrompis mon geste avec le sécateur, puis coupai méthodiquement une branche jaunie. J'ai mis des étiquettes sur chaque boîte. Matin, midi, soir. Tout est écrit. Silence. Je n'arrive pas à trouver son dossier bleu avec les résultats d'analyse. Le meuble sous la télévision. Deuxième étagère à gauche. Si tu ne l'as pas jeté. Il se conserva à cette branche. Tu vois, tu te soucies encore de notre maison. Je ris. Ce son léger lui glaça le sang. Julien, je ne me soucie pas de cette maison. J'ai juste une bonne mémoire. Vous vous serviez de ma mémoire pour n'avoir rien à faire vous-même. N'ose pas appeler ça de l'amour. Silence à l'autre bout du fil. Je posai le sécateur. Tu disais que ta mère était âgée et qu'il fallait se plier à ses exigences. Je me suis plié. Je te l'ai rendu. De quoi te plains-tu? C'est ta mère. Ses pilules, ses visites à l'hôpital, ses crises, sa réputation, tout cela est désormais sous ta responsabilité. N'es-tu pas le fils le plus obéissant et le plus aimant? Il devint blême. Tu es juste en train de te venger. Non, j'applique simplement ta propre logique et je remets les choses à leur place. Je raccrochai. Kate sortit avec une assiette de pâtes et leva le pouce. Ma fille, tes répliques sont plus aldantes que ces pâtes. Je souris et pris l'assiette. Juste des pâtes, un œuf, un filet d'huile. En avalant la première bouchée, je sentis la chaleur se propager dans mon estomac, et les larmes me montaient aux yeux. J'avais oublié ce que c'était que de s'asseoir et de manger un repas chaud sans devoir sauter sur mes pieds toutes les 5 minutes pour resservir de la soupe à quelqu'un. Julien trouva le dossier bleu. À l'intérieur figuraient des graphiques ordonnés, des bilans, des consignes de médication, et un calendrier écrit à la main avec des petits soleils et des petites lunes pour que sa mère ne confonde pas les heures de prise. Il froissa le papier. Tout se bousculait en lui. Carole renifla, jouant les mères dévouées. Si elle était vraiment attentionnée, elle n'aurait pas abandonné une personne âgée à son propre sort. Maman, est-ce que tu penses vraiment qu'elle te doit quelque chose? Bien sûr. Elle s'est mariée, elle fait partie de la famille. Elle vit dans cette maison.
Elle doit assumer sa part de travail. Il n'est que juste qu'elle m'aide et prenne soin de nous. Tu es un homme. Tu gagnes de l'argent. Julien laissa échapper un rire nerveux. L'argent que je gagnais ne suffisait pas pour cette famille. As-tu vu son carnet? Tout ce qu'elle payait de sa propre poche. Carole hésita une seconde, puis contre-attaqua. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu la défends à chaque mot. Il regarda sa mère et, pour la première fois, vit non pas une pauvre victime, mais une sangsue insatiable. Elle voulait l'argent et le statut de son fils, l'obéissance servile de sa belle-fille, les flatteries de sa fille, l'admiration des voisins. Elle voulait tout et ne s'était jamais souciée une seule fois de ce que les autres ressentaient. La sonnette retentit. Un coursier avec un énorme carton, l'appareil de massage. Paiement à la livraison, $120. Le visage de Julien s'assombrit. Qui va payer? Carole balaya la pièce du regard. Avant, Ara payait ce genre de choses d'elle-même. Un silence de plomb s'installa. Le coursier s'impatienta. Alors, vous le prenez ou pas? Julien regarda la boîte, symbole de toute leur existence, la cupidité, l'habitude de vivre au crochet des autres, une audace sans limite. Non, dit-il, détachant chaque syllabe. Faites un retour à l'envoyeur. Comment oses-tu, hurla Carole. Le coursier recula d'un pas. Julien fit un geste las de la main. Renvoyez-le. La porte se referma. Carole s'effondra sur le canapé et éclata cette fois en vrais sanglots, pas une comédie. Elle était sincèrement terrifiée à l'idée que le tampon qui s'était tenu entre elle et son fils pendant des années, absorbant toute son amertume, n'était plus là. Désormais, il ne restait entre eux que la vérité brute et laide, sans personne pour balayer les débris. Au 7e jour chez Kate, une pluie légère se mit à tomber. Les gouttes crépitaient sur la véranda en bois. Le jasmin embaumait de plus belle après l'ondée. Je me réveillais tôt, non pas à cause d'un réveil, mais parce que les points de suture à l'arrière de mon crâne me lançaient avec l'humidité. La douleur était vive mais sourde, comme un vieux fil cousu dans ma chair. Par réflexe, mon corps eut un sursaut pour filer vers la cuisine, vérifier le gaz, préparer les pilules de Carole, repasser les chemises de Julien. Au lieu de cela, ma main rencontra un thermos d'eau tiède délicatement laissé par Kate et un mot, quand tu te réveilles, bois un peu d'eau. Ne te précipite pas pour jouer les héroïnes en cuisine. Rien ne va exploser. Le monde ne va pas s'arrêter. Repose-toi. J'eus un rire sonore. Puis, des larmes se mirent à couler sur mon visage. Voilà donc ce qu'on ressent quand on prend soin de vous. Pas de grands gestes ni d'excuses larmoyantes à genoux. Simplement s'éveiller avec de l'eau tiède, un repas chaud, et personne pour vous chasser du lit pour nourrir toute une maisonnée. Dans le miroir, le gonflement de ma joue avait diminué. L'échymose avait jauni. Il ne restait qu'une zone de cheveux rasés et des pansements de gaz. Je touchais mes cheveux, me rappelant comment, au cours de notre première année de mariage, Julien avait dit qu'il les aimait longs, et comment Carole avait décrété, une femme mariée n'a pas à laisser pousser ses cheveux. Elle se doit d'être plus modeste. Pendant 5 ans, j'avais porté le même chignon serré. Non pas qu'on m'y ait forcé, mais parce que lorsqu'on vous enveloppe chaque jour de fils invisibles de critiques, on finit par croire que c'est notre propre choix. Kate prépara du porridge et des toasts. Elle fit défiler l'écran de son téléphone en ricanant. Ta belle-mère est devenue la star du quartier. Des captures d'écran de la discussion de l'immeuble circulent partout. Tout le monde reste poli, mais Martha fait mouche à chaque fois. Elle l'imita, oh, ces gens si calmes. Dieu nous garde de les pousser trop à bout. Je souris au-dessus de mon bol. J'adore Martha. Dès que je serai sur pied, je l'inviterai à dîner. Elle apportera ses cornichons et je préparerai une entrée. Après le petit déjeuner, je rempotai l'arbre de jade. Pendant 3 ans, il était resté chez mon mari. Carole maugréait qu'il était inutile, qu'il ne faisait que prendre de la place. L'enfant de Chloé l'avait presque plumé. Kate me regarda faire et donna son verdict, cette plante a un caractère aussi trempé que le tien. Elle survivra. Je m'accroupis, détachant délicatement la vieille terre. Il y avait plus de racines que je ne le pensais, car elles avaient été confinées dans un pot trop étroit pendant trop longtemps. Elles commençaient à se recroqueviller vers l'intérieur. Je taillai les parties pourries et ajoutai du terreau frais. En l'arrosant, je me souvins soudain de la vieille boîte sculptée de ma grand-mère.
Pas d'or à l'intérieur, seulement une vieille broche, quelques photos décolorées, et un mot, Ara, ma chérie, la vie n'est pas quelque chose que l'on subit. C'est quelque chose que l'on prend en main. À l'époque, je venais de me marier et j'avais trouvé ces mots trop durs. Je pensais que si je me montrais docile, dévouée et douce, le mariage finirait par être heureux. J'avais caché ce mot au fond de ma valise. Ce n'est qu'en faisant mes cartons que je l'avais retrouvé. Ma grand-mère avait vu juste depuis le début. Les femmes n'endurent pas parce qu'elles n'ont nulle part où aller, mais parce qu'elles s'habituent à prendre la cage d'un autre pour leur propre horizon. Après le déjeuner, j'ouvris mon ordinateur et rassemblai la seconde partie des calculs. Le premier carnet concernait le quotidien et l'argent dépensé. Le second concernait l'appartement lui-même, plus mince, mais beaucoup plus lourd de sens. L'appartement acheté à crédit était au nom de Julien. C'était la carte maîtresse de Carole, c'est l'appartement de mon fils, alors reste à ta place. La réalité était plus complexe. Ses parents avaient payé l'apport initial, mais j'y avais injecté mes 15 000 $ d'épargne d'avant le mariage. La moitié des travaux de rénovation avaient été réglés avec ma carte de crédit. Julien avait promis de me rembourser par mensualité, puis avait oublié. Les meubles, l'électroménager, les rideaux, le matelas, tout avait été acheté par mes soins. Plus important encore, lors de notre première année de mariage, pour me rassurer, Julien avait rédigé à la main une reconnaissance de dette et un accord concernant mes contributions. Il m'avait dit tendrement, « Ara, écoute maman. Nous ne formons qu'une seule famille. Je ne te ferai jamais de mal. » Il l'avait écrit puis oublié. Je ne l'avais pas oublié. Je n'étais pas vénal. J'accordais simplement plus de confiance au papier qu'aux paroles. Je scannais le document, en fis des copies et les rangeais dans une épaisse enveloppe. Je n'avais pas l'intention d'intenter un procès immédiatement. Je ne voulais pas transformer mon existence en un feuilleton interminable de partage des biens. Je voulais seulement leur montrer, au dernier jour, de quoi la maison de leur fils était réellement bâtie. Ce soir-là, Julien rappela. Je ne répondis pas. Il m'inonda de messages, « Maman est au plus mal. On n'y arrive pas sans toi. J'admets que je t'ai délaissé. Reviens et nous repartirons sur des bases saines. » Repartir sur des bases saines, c'était tentant sur le papier. Mais quand les hommes proposent de recommencer à zéro, ils veulent généralement juste que la femme oublie ses griefs, masque ses cicatrices, et leur rende à nouveau la vie commode. Ils n'ont pas envie de changer. Ils ne supportent simplement pas le désordre quotidien. Tard cette nuit-là, Kate Bussontait sur la véranda et me demanda, « Est-ce que tu l'aimes encore ?» Je restai silencieuse un long moment. La pluie s'était arrêtée. Des gouttes tombaient bruyamment du toit dans les flaques. Je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, dès que je pense à retourner dans cet appartement, je ne peux plus respirer. Kate hocha la tête. Alors ne pense pas à l'amour. Demande-toi plutôt si tu vas bien dormir ce soir, si tu auras un dîner chaud, et si quelqu'un va te gifler parce que tu as trop salé la soupe. Je souris. Ces exigences semblaient si basiques, et pourtant, bien des femmes n'y avaient même pas droit. À 23 heures, Brenda m'envoya une vidéo. Carole se tenait à l'entrée de l'immeuble, gesticulant sauvagement devant Nancy, qui reculait en prétendant que son téléphone sonnait. La légende de Brenda, elle est en train de perdre son statut de prima donna de notre cour. Je ris, puis écrivis, « Merci. Dans 2 jours, j'aurai encore besoin de votre aide. J'ai besoin de les réunir tous à la maison, Brenda. » Reçu. Me préparant pour l'affrontement final, je contemplais l'enveloppe contenant les documents. Non, pas un affrontement. Juste l'accord final. Cette nuit-là, je dormis plus paisiblement que jamais. Aucun rêve de cris, de gifles ou de messages glaciaux. Je rêvais que je lavais une immense fenêtre transparente et qu'une lumière pure l'inondait. Dans l'appartement de Julien, la nuit ne faisait que commencer. La tension de Carole grimpa en flèche. Elle gémissait, prise de vertige. Julien bondit pour chercher les médicaments. Je les avais étiquetés pour le matin. Carole avait arraché les étiquettes dans un accès de rage quelques jours plus tôt. Il fouilla les plaquettes, sans savoir quoi lui donner à cet instant et que garder pour le lendemain. Pour la première fois, il n'essaya pas de composer mon numéro non pas qu'il n'en ait pas eu envie, mais parce qu'il comprenait que cela n'avait plus d'importance que je décroche ou non. Ce qui importait, c'était que je n'étais plus son filet de sécurité.
Carole décida de faire usage de son arme ultime, la famille. D'ordinaire, un message vocal éploré dans le groupe WhatsApp de la famille suffisait pour que tout le monde s'indigne et prenne parti. Elle enregistra 60 secondes. Oh, je suis si meurtrie. Ma belle-fille s'est enfuie, a emporté ses affaires et nous jette la honte devant tout l'immeuble. Je suis une femme âgée et malade. Suis-je censé me jeter à ses genoux? 1 minute de silence. 5 minutes. Seule la femme d'un cousin envoya un emoji de réconfort. Après 10 minutes, un oncle écrivit « Carole, ce sont des choses qui arrivent. Vous réglerez ça entre vous. » Nous ne nous en mêlons pas, Carole n'en crut pas ses yeux. Auparavant, ils s'empressaient tous de donner des conseils sur la façon de gérer une épouse. Puis Tante Val écrivit sèchement « J'ai entendu dire qu'il y avait des enregistrements vidéo. Carole, tu ferais mieux de ne pas envenimer la situation. » Les mots « enregistrement vidéo » clouèrent le bec à tout le monde sur le chat pour de bon. Carole devint pâle comme la mort. Chloé soupira. « Maman, ne leur écris plus. Personne ne veut s'en mêler. Ara a tout planifié. Les membres de la famille ne sont pas idiots. » Carole se rebiffa. « Et tu trouves que j'ai tort ?» Chloé était épuisée. Elle courait partout depuis des jours, pharmacie, clinique, cuisine. Elle voulait se décharger à nouveau de ce fardeau. « Maman, je ne dis pas que tu as tort. Je dis qu'il faut changer de tactique. Tu cries trop sur les réseaux. On dirait une coupable qui cherche des excuses. Et puis, engage une aide à domicile. Je ne peux pas venir tous les jours. » Une aide à domicile, se lamenta Carole. J'ai un fils et une fille et je devrais laisser une étrangère entrer chez moi pour que les voisins se moquent de moi. Alors va lui demander pardon, lança Chloé, excédée. Je n'ai pas signé pour être ta servante. Elle attrapa son sac et claqua la porte. Carole s'effondra sur le canapé, comme si on lui avait retiré la colonne vertébrale. Elle réalisa que sa famille si unie n'avait existé que parce que celle qui se taisait gérait tout ce manège. Le lendemain matin, Brenda appela Julien. J'ai besoin de vous et de Carole dans l'appartement aujourd'hui à 15 heures. Nous devez signer un état des lieux de sortie et un constat de dommages, ainsi que vérifier les biens. Ara Sterling sera présente avec des experts. Julien poussa un profond soupir. Il comprit que je venais pour souffler la dernière bougie. À 15 heures, ils montèrent à leur étage. Un attroupement se tenait devant leur porte, Brenda, Martha, des déménageurs, un avocat, un assistant juridique avec un bloc-notes. Chloé piétinait sur le palier, l'air extrêmement gêné. Et devant la porte même, je me tenais gilet léger, cheveux soigneusement coiffés bien que coupés court à l'arrière. L'échymose sur ma joue était encore visible. Je n'avais pas cherché à la camoufler sous du maquillage. C'était ma preuve que je ne cachais plus rien. Carole était sur le point de hurler, mais en avisant la foule, elle passa en mode victime. Ara, ma chérie, te voilà enfin. Je n'en dors plus, je ne fais que pleurer. Pourquoi fais-tu cela à notre foyer? Entrons et discutons calmement. Je la fixai d'un regard parfaitement calme. C'est exactement ce que nous allons faire. En discuter mais pas derrière des portes closes. Les portes resteront ouvertes pour que tout soit transparent. Sinon, tu vas encore raconter que je suis tombée toute seule, que j'ai tout inventé et que j'ai tout volé. Carole s'étrangla. Julien déverrouilla la porte. Tout le monde entra. L'appartement n'était pas saccagé. Au contraire, j'avais tout préparé de façon impeccable. La table de la salle à manger était recouverte de feuilles de papier blanc. Dessus, comme dans une galerie d'exposition, reposaient des dossiers de documents. À côté de chaque dossier, un petit écriteau, épargne d'avant le mariage, contribution à l'apport hypothécaire, reçu pour les rénovations, reçu pour l'électroménager et les meubles, prêt à Chloé. Au centre exact, dans une pochette transparente, se trouvait la même feuille séchée de l'arbre de jade. Carole sentit sa vue se troubler. C'est quoi cette comédie? Nous sommes une famille. Je pris le premier dossier. Tu as toujours dit que c'était l'appartement de ton fils et que je n'avais rien à dire ici. Aujourd'hui, je ne vais pas te contredire. Je vais simplement reprendre ce que j'ai apporté et répertorier ce que j'ai financé. Julien fit un pas en avant. Ne donne pas de spectacle devant tout le monde. Je le regardai droit dans les yeux.
Et quand ta mère me hurlait dessus devant les voisins alors que je baignais dans mon sang sur le sol, pourquoi n'as-tu pas pensé que le spectacle devait s'arrêter? Il se tut alors. J'ouvris le dossier des travaux de rénovation. Quand nous faisions les rénovations, ta mère disait qu'un designer coûtait cher et qu'une femme devait savoir créer elle-même un intérieur chaleureux. Je me suis rendu dans les magasins de bricolage après le travail, j'ai choisi le carrelage, les meubles, les rideaux. Le solde restant s'élevait à $2500. Je l'ai payé avec ma carte de crédit. Je désignais la cuisine. Tu te plaignais que ces placards se salissaient facilement. Et puis Julien s'est vanté auprès de tous ses amis de la luminosité de la cuisine et de son grand goût. Martha étouffa un rire dans son poing. Le visage de Julien s'empourpra. L'assistant juridique et les déménageurs vérifièrent méthodiquement les appareils par rapport au reçu, l'aspirateur robot, le mixeur, le matelas orthopédique coûteux, les rideaux du salon. Carole n'y tint plus. Elle se jeta sur la machine à laver et l'entoura de ses bras. Je ne lâche pas celle-là. Dans quoi suis-je censé laver mon linge? Je m'approchai. J'ai acheté cette machine. Voici le reçu. Tu l'as dit toi-même, les affaires d'une étrangère n'ont pas leur place dans notre foyer. Carole resta pantoise. Oui, elle avait dit cela quand j'avais apporté une vieille couverture de chez moi, lorsqu'elle s'était moquée de la broche de ma grand-mère. À présent, ces mots lui revenaient comme un boomerang. « Essaies-tu de m'envoyer au tombeau ?» trembla-t-elle. Mon avocat intervint avec tact. « Carole, si vous ne parvenez pas à maîtriser vos émotions, veuillez attendre dans le couloir. Nous ne faisons que répertorier les biens. » Chloé, debout près de la porte, dit soudain à voix basse, « Maman. » Carole octa. « Toi aussi tu te ligues contre moi. » Chloé évita le regard de sa mère. Elle s'avança vers moi. « Ara, je te rembourserai par mensualité, mais je te rembourserai. » Carole poussa un cri strident. « Pourquoi vas-tu la rembourser? C'est la femme de ton frère. C'est son devoir d'aider la famille. » Je fis un signe de tête à Chloé. « Tu n'as pas besoin de me rembourser aujourd'hui. Mais ne me traite plus jamais de mesquine pour une simple plante. » Chloé baissa la tête. Je sortis le dernier document de la grosse enveloppe, la reconnaissance de dette rédigée de la main de Julien 5 ans plus tôt. Le papier avait jauni, mais l'écriture restait lisible. Je sous-signai, Julien Miller, certifie que la somme de $15 000 provenant des fonds personnels d'Ara Sterling a été apportée pour l'hypothèque, ainsi que la somme de $2500 pour les travaux de rénovation. Julien vit sa signature et devint blanc comme un linge. Carole tenta d'arracher la feuille. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as piégé mon fils pour qu'il signe ça? » Je retirai le papier. Pour la première fois, mon regard devint glacial. « Tu crois toujours que le monde entier cherche à piéger ton fils? Il a plus de 30 ans. Ce n'est plus un enfant. Ce qu'il signe et la façon dont il agit relèvent de sa responsabilité. » Julien chuchota, « Je reconnais cette dette. » Carole le frappa à l'épaule. « Qu'est-ce que tu reconnais là? Si tu acceptes ça, elle va te saigner à blanc. C'est ton appartement. Qu'elle dégage d'ici sans un sou. Qui a besoin d'elle? » Je regardai ma belle-mère et, soudain, j'eus un sourire sincère. Il n'y avait ni amertume ni colère dans ce sourire, juste une compréhension limpide. « Tu vois, tu dis enfin la vérité. Tu n'as pas peur que la famille se déchire. Tu as peur que je ne te donne plus d'argent ni de main-d'œuvre gratuite. Tu ne veux pas que je revienne. Tu veux que revienne la bonne, l'infirmière, la cuisinière et le paratonnerre gratuit qui dissimulait toutes vos laideurs. » Un silence de mort régna dans l'appartement. Carole ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau, incapable de prononcer un mot. J'avais mis le doigt sur la plaie. Chloé se tenait près de la porte, les yeux rougis. Elle n'était pas devenue une sainte d'un coup, mais à cet instant, elle réalisa qu'elle m'avait elle aussi oppressée de son égoïsme durant des années. Les déménageurs emportèrent le dernier carton. Je me dirigeai vers le meuble de l'entrée et sortis mes clés. Un porte-clés en bois sur lequel le mot « foyer » était gravé y était suspendu, un cadeau de Julien pour notre premier anniversaire. Je détachai le porte-clés et le glissai dans ma poche, puis je posai le trousseau sur la console nue. Le tintement métallique résonna comme le marteau d'un juge. « Julien, tu disais que je n'étais pas digne de ce foyer. Eh bien, je n'y prétends plus. Ce que j'ai apporté, je le reprends. Ce que tu me dois,
nous le réglerons par le biais d'avocats. À partir de maintenant, vous pouvez mener votre vie de famille heureuse, entre vous. » Ses yeux s'embuèrent de larmes. Il fit un pas vers moi, cherchant à me prendre la main. Je reculai. Il n'y avait pas de dégoût dans mon geste, juste le constat que tout était fini. Carole s'effondra soudain sur le sol et se mit à hurler de toutes ses forces. « Oh, qu'ai-je fait pour mériter ça ? Ma belle-fille martyrise sa belle-mère, et mon propre fils ne dit pas un mot. Laissez-moi mourir, c'est tout. » Cette fois, personne ne se précipita pour la relever. Même Julien resta immobile. Il contempla le salon à moitié vide, le vide béant des fenêtres, les clés posées sur la table, et comprit enfin, ce n'était pas moi qui ne pouvais pas vivre sans cette famille. C'était leur famille qui n'avait existé que parce que je la portais à bout de bras. Je saisis le pot contenant l'arbre de jade et me dirigeai vers la sortie. Martha s'écarta pour me laisser passer et me dit doucement, « Ara, c'est un bel et solide arbre. » Je souris. J'ai changé la terre et il a repris vie. J'entrai dans l'ascenseur. Brenda appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Avant que les portes ne se referment, je jetai un dernier regard sur l'appartement et ses vitres que j'avais briquées pour les faire étinceler, cette cuisinière où j'avais préparé tant de soupe, ces rancœurs que j'avais ravalées, ces morceaux de mon âme qui s'étaient usés jour après jour. Désormais, je m'étais retrouvé. Les portes coulissèrent, étouffant les cris de Carole. Le silence se fit. Je regardais les feuilles d'un vert tendre de l'arbre de jade et murmurais, « Nous rentrons à la maison. » Mais cette fois, je ne parlais pas de l'appartement de Julien. Après mon départ, l'appartement plongea enfin dans le silence, non pas le silence douillet d'un week-end, mais l'inertie d'une maison où l'air a cessé de circuler. Dès lors que les plantes, l'odeur des gâteaux et la douce lumière du soir eurent disparu, Carole s'alita. Les médecins ne lui trouvèrent rien de grave. Les consignes restèrent les mêmes, un quotidien régulier, une alimentation saine, pas de stress. Sans moi, le mot « routine » devint une tâche insurmontable. Julien préparait son propre gruau. Ses cernes étaient si profonds qu'il paraissait avoir vieilli de 10 ans. Carole le regardait et, pour la première fois, n'osait pas ouvrir la bouche pour critiquer. Ses illusions s'étaient envolées. Son amour maternel sacré pour son fils n'avait pu exister que parce que sa belle-fille endossait toutes les charges du quotidien. Elle ne se rendait plus au parc pour retrouver les autres aînés. Un jour, Nancy lui tendit une bouteille d'eau et lui dit, « Carole, cette fille était une perle. » Carole bougonna, « Elle a un caractère très têtu. » Nancy répliqua, « Les gens doux ne deviennent têtus que lorsque leur douceur est piétinée dans la boue. » Un mois plus jour pour jour, Chloé commença à rembourser sa dette. Lors du premier virement, elle joignit un message, « Ara, je suis désolé pour tout. » J'acceptai l'argent et répondis par ces 4 mots, « Compte clos. » Je poursuis ma route. Chloé fixa l'écran un long moment. Elle se rappela que je lui préparais toujours des côtes de porc lorsqu'elle venait me voir, et comment elle avait pris cela pour un dû. Parfois, le silence est plus percutant qu'un scandale. Julien me rechercha à 3 autres reprises. La première fois, il m'attendit devant la maison d'hôte de Kate. Je rentrais du marché aux fleurs avec un pot de menthe. Sa chemise était froissée. Auparavant, je lui aurais ajusté son col. À présent, je ne le regardais même pas. « Est-ce que c'est maman qui t'envoie ?» demandai-je. Il resta silencieux. J'eus un sourire ironique. « Tu vois, tu viens même t'excuser à sa place, comme un coursier. »« Je suis coupable moi aussi, » dit-il. « Pourquoi faire ?» Il commença à énumérer ses torts à ne pas être venu à l'hôpital, avoir envoyé des SMS furieux, m'avoir forcé à supporter sa mère. Je secouai la tête. « Julien, tu ne sais reconnaître tes fautes que lorsque c'est toi qui souffres. Tant que c'était moi qui avais mal, tout te convenait parfaitement. » Ces mots le clouèrent sur place. La dernière fois, il m'envoya simplement un message disant qu'il rembourserait l'argent conformément à la reconnaissance de dette et qu'il s'occuperait lui-même de sa mère. Je répondis, « D'accord. Les papiers du divorce envoyés par mon avocat arriveront la semaine prochaine. » Court, clair, sans le moindre point de suspension. Quelques jours plus tard, il reçut une lettre recommandée. À l'intérieur se trouvait la demande officielle de divorce. Il ne protesta pas. Il signa tout sans lire. Cette porte était fermée à jamais. Plus tard, je louai un petit local en rez-de-chaussée dans un quartier résidentiel. Le matin,
un agent d'entretien y passait. L'après-midi, des écoliers couraient devant la vitrine. J'y ouvris un cabinet d'organisation professionnelle, que j'appelais simplement « à leur place ». Kate Henry. Ara, ce nom sonne comme une menace. Tous les autres parlent de la magie du rangement chaleureux, et toi, tu as trouvé quelque chose qui sonne comme un verdict. Je souris. J'aide simplement les choses à retourner là d'où elles viennent. Ma première cliente fut une femme d'âge mûr, épuisée, qui venait de vivre un déménagement difficile. Debout au milieu du chaos des cartons, elle pleura. Je pensais que je ne savais juste pas ranger. Mais en réalité, je n'ai jamais réussi à mettre de l'ordre dans ma tête de toute ma vie. Je lui tendis un mouchoir en silence. À cet instant, je réalisais que je ne me contentais pas d'organiser des penderies, j'aidais les gens à se reconstruire à partir de leurs morceaux brisés. L'arbre de jade prit une place d'honneur près d'une grande fenêtre lumineuse. Beaucoup de soleil, pas de courant d'air. L'arbuste développa de nouvelles pousses d'un vert éclatant, comme s'il avait retrouvé foi en ce monde. Martha passa un mois plus tard avec un pot de cornichons maison. C'est chaleureux ici, Ara. Bien plus lumineux que cette vieille cuisine. Brenda, du syndic, envoya un panier de fleurs avec une carte « J'attends que tu deviennes millionnaire ». Quant à la famille de Julian, leur vie ne s'effondra pas du jour au lendemain. Le karma arrive rarement dans un camion de pompiers tout gyrophare dehors. La vie remit simplement et équitablement sur leurs propres épaules tout le fardeau qu'ils avaient déchargé sur moi durant des années. Carole triait elle-même ses pilules. Julian s'occupait seul des factures. Chloé y réfléchissait à 2 fois avant de passer, car elle devait désormais faire sa propre vaisselle. La maison n'avait plus son apparence respectable, et il n'y avait plus personne à accuser. Un soir, je nettoyais la vitrine de mon cabinet. Cette habitude ne m'avait pas quitté et quand j'avais besoin de réfléchir à quelque chose, je prenais une raclette. Kate passa par là et cria « Tu es une femme libre maintenant. Lâche ce chiffon. » Je regardais mon reflet dans la vitre, cheveux courts, visage sans maquillage, regard serein. L'ecchymose avait disparu depuis longtemps. De petits cheveux drus repoussaient sur ma tête. Autrefois, je frottais les vitres pour effacer ma rancœur, dis-je. Maintenant, je le fais pour laisser entrer plus de lumière. Le soleil se couchait. Les écoliers étaient tous rentrés chez eux. Le vent faisait bruire les jeunes feuilles de l'arbre de jade. Je rinçai le chiffon et l'étendis pour le faire sécher. Mon téléphone vibra. Une nouvelle cliente m'écrivait « On m'a dit que vous ne vous contentiez pas d'organiser des placards, mais que vous aidiez à remettre de l'ordre dans les vies. Est-ce vrai ?» Je réfléchis un instant et répondis « Oui. Nous commencerons par un seul tiroir. » Je regardais la rue. Autrefois, j'étais terrifié à l'idée de détruire ma famille, terrifié par le statut de divorcé, terrifié par l'idée qu'un mariage raté signifiait une vie ratée. Ce n'est qu'après avoir traversé tout cela que j'ai compris, parfois, partir n'est pas un échec. Parfois, partir est le tout premier pas vers chez soi.